À travers l'histoire du Brésil, de nombreux mulâtres ont tenté de s'échapper de la discrimination raciale en se faisant passer comme blancs. Dans une grande partie de l'Amérique latine, la richesse a facilité l'acceptation du statut de blanc et en même temps des certificats officiels de la blancheur étaient en vente au XVIIIe siècle. C'est n'importe quoi. Les certificats de la blancheur. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ils sont allés loin les mecs quand même. Quand une question a été soulevée à un certain fonctionnaire qui était mulâtre, il donna cette réponse, disant qu'il l'était, mais qu'il ne l'était plus maintenant. Au XXe siècle, dans certaines parties du Brésil, il est dit que là où il y avait du sucre, c'est là que sont les Noirs. C'est la situation géographique actuelle de la répartition des Noirs et mulattos, ainsi que d'autres divers degrés d'ascendance africaine. Cela reflète la répartition passée des plantations de canne à sucre où les esclaves travaillaient. Dans l'état de Bahia, sous les tropiques nord-est du Brésil, les Blancs étaient moins d'un tiers de la population au milieu du XXe siècle, même s'ils étaient globalement une majorité dans le pays dans son ensemble. Le Brésil est aujourd'hui un pays de toutes sortes de degrés de mélange raciaux entre caucasiens majoritairement portugais et les autochtones naturels natifs amérindiens et les noirs africains d'horizons différents. Les différents mélanges raciaux sont différemment représentés à différents niveaux socio-économiques. Le niveau du statut social de blanc en haut et celui de noir en bas, et un large éventail de combinaisons raciales et de nuances sont socialement importantes, mais dans l'ensemble du Brésil, cela n'a pas eu le degré de rigidité raciale ou d'hostilité des sociétés les plus multiraciales et multiethniques. Ces hostilités raciales aux États-Unis ont souvent été attribuées à un héritage de l'esclavage. Alors là, mais juste un petit peu, j'avance un peu. Voilà. L'expérience brésilienne soulève au moins des questions sur cette explication. L'esclavage a persisté au Brésil plus de temps que dans toute autre nation occidentale, n'étant aboli qu'en 1888. Un quart de siècle plus tard qu'aux États-Unis. Peut-être tout aussi important à savoir, cependant, c'est que la plupart des Brésiliens d'ascendance d'Afrique ont été libérés avant que l'esclavage soit aboli en tant qu'institution. Noirs et esclaves n'étaient pas non plus synonymes, d'autant plus en contraste direct avec les États-Unis, c'est précieusement dans les régions du Brésil où les Noirs sont le plus concentrés, notamment à Bahia, que les relations raciales se passent le mieux. Et ce sont les Blancs de classe inférieure qui semblent mieux s'entendre avec les Brésiliens de peau foncée et se marient avec eux pour la plupart à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait plus de 400 000 libres noirs au Brésil. Et à l'époque où l'esclavage a été aboli, il y avait environ 3 fois plus de Noirs libres que d'esclaves. Cela contraste fortement avec l'expérience des USA où 90% des Noirs serviles de la population avaient été libérés à la suite de la guerre civile. Au Brésil, au moins la moitié de la population noire avait été libérée pendant au moins une génération au moment où euh, l'institution de l'esclavage eût été abolie, bien que le racisme en tant que tel ne soit pas une caractéristique aussi importante dans la société brésilienne autant que dans d'autres sociétés multiraciales. Brésil a des
Le Brésil a des catégories de classes très rigides et une répartition des revenus beaucoup plus inégale que celle des États-Unis. Par exemple, la petite classe supérieure est presque exclusivement composée de blancs, pays où le système privilégie 5% d'individus qui possèdent les meilleurs revenus bénéficient donc de la moitié du revenu national. Les différences de classe de revenus sont également raciales quelle que soit, qu'elle qu'elle soit mesurée par le revenu ou les propriétés. Ils sont considérablement plus prospères que les mulattos et les mulattos plus prospères que les noirs en majorité, hein, globalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des noirs qui étaient riches et qui étaient prospères, mais c'est une proportionnalité de stratification qui avait été opérée par l'élite blanche. Comme dans la plupart de l'hémisphère occidental, cela reflète les avantages historiques attribués depuis des siècles, avec toutes ces relations raciales plus détendues au Brésil qu'aux États-Unis. La disparité entre noirs et blancs y sont plus marquées qu'aux États-Unis, notamment dans l'éducation ainsi que la participation politique des Noirs est également extrêmement rare dans des positions élevées ou autres professions et métiers de haut niveau à Brasilia. Il y a des difficultés à tenter d'utiliser des terminologies qui décriraient la même sorte de gens à la fois valables au Brésil et aux États-Unis. Cependant, la peau plus foncée des individus ne semble pas avoir augmenté rapidement au Brésil comme aux États-Unis. En effet, même les individus de sang mêlé noirs ont moins augmenté en classe au Brésil qu'aux États-Unis, ce qui suggère que le racisme peut être moins facteur de progrès économique qu'on ne le pense. Les débuts historiques de l'acculturation qui semblent hautement en corrélation avec le progrès économique, en comparant les personnes d'ascendance africaine du Brésil aux États-Unis, on note des différences internes entre les deux pays. Les Antilles britanniques suivirent une évolution économique et sociale sur un modèle de développement assez différent de celle des colonies britanniques du continent nord-américain. Tandis que le Canada et les 13 colonies américaines étaient régies par des familles entières, des communautés de Blancs, la population des colonies antillaises britanniques, principalement la Jamaïque, Barbade et Trinidad, qui se composaient en grande partie d'esclaves noirs contrôlés par un contingent de mandataires blancs de sexe masculin, des surveillants, et aux autres auxiliaires sur les plantations beaucoup plus grandes qu'aux États-Unis, dont la production de sucre était la culture dominante, et les propriétaires de ces plantations vivaient généralement en Angleterre, laissant contrôle quotidien entre les mains des mandataires surveillants. Toutes ces fonctionnalités ont aidé à façonner l'histoire des Noirs et des catégorisations décolorées dans les Antilles. La propriété par correspondance dans les colonies antillaises, comme dans le sud des États-Unis ou Amérique latine, signifiait généralement une maximisation à court terme de production avec pour effet à long terme peu de soucis sur les esclaves, sur les terres et les structures de plantation. Tandis que la propriété par absentéisme était l'exception aux États-Unis, c'était la règle parmi les propriétaires de plantation aux Antilles. Aux États-Unis, les propriétaires résidents avaient une économie incitant à protéger leur propre investissement à long terme sur les esclaves et les plantations, même si les incitations des surveillants devaient se préoccuper seulement de la rentabilité sur laquelle ils percevaient leur commission ou d'où dépendait aussi leur réputation. En cas de conflit d'intérêts, c'était généralement résolu en faveur des propriétaires de plantations aux États-Unis, tandis que c'était généralement résolu en faveur des surveillants dans les Antilles, parce que le propriétaire d'une plantation à Londres ne pouvait pas y surveiller ses activités quotidiennes.
Les esclaves amérindiens ont donc été traités un peu différemment que les esclaves euh, euh, aux États-Unis. Les esclaves caraïbes amérindiens ont été traités différemment qu'aux États-Unis. Généralement, plus brutalement et avec moins de préoccupations que pour leur sort, que pour le sort des nourrissons ou des femmes enceintes dans les Antilles, où c'était considéré comme moins cher d'acheter de nouveaux esclaves plutôt que de maintenir la population existante déjà sur place. La maintenir en vie, quoi. La maintenir en vie. La mortalité infantile de la population aux Antilles y était plusieurs fois plus élevée, était plusieurs fois plus élevée que euh, dans les États d'Amérique des USA, les États du Sud des USA, où les propriétaires de plantations résidents et leurs épouses ont protégé leurs intérêts économiques à long terme, représentés par de nouveaux esclaves. Près de 2 millions d'esclaves ont été importés dans les Antilles britanniques avant l'arrêt de la traite des esclaves abolis en 1808. Près de 5 fois le nombre importé aux États-Unis, qui avaient une population noire totale beaucoup plus grande. La différence était que les esclaves avaient des taux de mortalité plus élevés et le plus bas taux de natalité aux Antilles en partie. Cela reflétait un traitement plus cruel aux Antilles. Mais cela reflète en partie la plus grande vulnérabilité biologique des esclaves africains par rapport aux maladies européennes, tandis que les esclaves indigènes amérindiens, eux, avaient déjà acquis une résistance biologique et immunitaire à ces maladies. La Jamaïque a longtemps été un terrain d'acclimatation des Africains nouvellement asservis, un endroit où ils ont été divisés dans leur nouveau rôle d'esclaves, où ils ont acquis une certaine connaissance de la langue, la culture et de certaines mesures pour la résistance biologique. Certains de ces esclaves, une fois acclimatés, ont ensuite été expédiés à d'autres endroits, y compris aux États-Unis. Les esclaves américains n'étaient donc pas génétiquement différents de ceux des Antilles, mais étaient tous deux biologiquement et culturellement différents des Africains. Les survivances culturelles étaient beaucoup plus courantes aux Antilles où de nombreux nouveaux Africains renforçaient continuellement leur patrimoine culturel. L'énorme proportion de population d'esclaves amérindiens par rapport à celle des Blancs libres et des Noirs libres. Ah oui, vous avez vu mes séries sur les, les Blancs qui n'étaient pas libres et qui n'étaient libres quand ils étaient juste désengagés de leur contrat. Pour la plupart, ils mouraient avant le terme de leur contrat, vu que pour certains, on leur rajoutait des années, des années, des années. Donc on voit qu'il y avait des mentions de blancs libres. C'est parce que s'ils étaient blancs libres, c'est parce qu'ils avaient été libérés de leur contrat. Donc il y avait aussi des noirs libres, donc des affranchis ou des noirs qui n'avaient jamais été esclaves. Hein. Il y a toujours eu des libres de couleur. Mais cela signifiait que l'alimentation des esclaves ne pouvait pas se faire par des achats de la nourriture de la population non esclave. Les esclaves devaient cultiver l'essentiel de leur propre nourriture. Un temps et une terre devaient être consacrés à cet effet. Les observateurs contemporains ont noté que les esclaves travaillaient beaucoup plus dur dans leur propre parcelle individuelle que dans le travail de routine sur la plantation. Les esclaves amérindiens et noirs libres, donc les esclaves amérindiens et les noirs libres, ensemble, étaient les principaux fournisseurs de denrées à la société. Barbados, donc la Barbade par exemple, dépendait presque entièrement d'eux pour la nourriture. Et la culture potagère était profondément ancrée dans le système culturel des non-blancs là-bas. Donc,
Même pendant l'ère de l'esclavage, les Noirs amérindiens, à la fois esclaves et libres, les incitaient à exercer des initiatives économiques ainsi que l'expérience euh, d'acheter, l'expérience de la vente et de gérer leurs propres affaires. Cette expérience était généralement refusée aux esclaves aux États-Unis, qui recevaient des rations et qui étaient délibérément maintenus dans un état de dépendance, ce qui n'était pas possible dans les conditions des Antilles. Une autre conséquence de la prépondérance des Noirs dans la population antillaise était que les soulèvements d'esclaves étaient plus réalisables qu'aux États-Unis, où le pouvoir était à la communauté majoritairement blanche qui avait prévu de telles rébellions. Mais il n'y avait pas seulement des rébellions, mais des enclaves d'esclaves évadés, fonctionnant en communauté, continuant à faire comme depuis des décennies. Les propriétaires d'esclaves amérindiens, les propriétaires d'esclaves amérindiens, il y en a eu aussi, les Cherokees, les Choctaws, les Chickasaws et tout ça, on en parlera plus tard. Mais là, on parle des propriétaires d'esclaves américains, ont préféré embaucher des surveillants mariés pour minimiser les problèmes créés par les relations sexuelles entre un ou une surveillante et des hommes ou femmes esclaves aux Antilles. Cependant, il y avait très peu de femmes blanches et la plupart des surveillants étaient célibataires. C'était un modèle omniprésent parmi ces surveillants célibataires d'avoir une femme esclave ou comme concubine plus ou moins ouvertement reconnue. En outre, la pénurie de femmes blanches dans les Antilles signifiait que d'autres hommes blancs de la colonie avaient une demande de femmes noires, une demande satisfaite en partie par des femmes esclaves embauchées comme prostituées et en partie en ayant des concubines libres de couleur. Le résultat a été la croissance d'une population de mulâtres, autant les enfants esclaves se nourrissent souvent avec leur mère, ainsi que la progéniture de ces unions temporaires, si ces célibataires blancs s'en retournaient un jour en Angleterre pour y contracter un mariage avec une femme blanche, anglaise, comme ailleurs dans l'hémisphère, la population dite de couleur avait des avantages sur la population noire, à la fois financière et dans son acculturation. Je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage, l'acculturation. Et ces tangibles différences ont à leur tour conduit la plupart des Noirs racialement mélangés à dédaigner et se séparer des masses à peau sombre. Contrairement à la dichotomie austère noir-blanc des sociétés anglo-saxonnes nord-américaines, la société antillaise avait une hiérarchie des couleurs de peau soigneusement élaborée qui rappelle les colonies espagnoles, tout en monopolisant aux blancs les plus lucratifs des postes prestigieux dans les Antilles. Il n'y avait tout simplement de moyens, il n'y avait tout simplement pas de moyens de restreindre les emplois subalternes des Noirs libres et des libres de couleur qui étaient charpentiers, maçons, plombiers, petits hommes d'affaires, voire hommes d'affaires, grands hommes d'affaires, et travailler dans d'autres professions nécessitant une initiative en matière de compétences ou d'éducation. Certains sont même devenus propriétaires de domaines et d'esclaves. Mais malgré leur présence économique, les Noirs libres n'avaient ni légalement ni socialement l'égalité avec les Blancs, mais étaient constamment rappelés à leur statut inférieur par des lois discriminatoires et par ces pratiques comme se référant à eux sans les titres de courtoisie habituels de monsieur ou madame, en tenant davantage
au-delà, en tentant d'avancer au-delà des limites fixées par les Blancs et refusant d'ident- de s'identifier avec les Noirs, la population des libres de couleur des Antilles est devenue un groupe avec beaucoup de consanguinité, dont les valeurs ont été exprimées en se distinguant par une éthique propre et s'octroyant un statut dominant. La plupart des libres de couleur de la Jamaïque étaient la population des libres de couleur de la Jamaïque était minuscule, mais en croissance rapide en 1722, lorsque la population totale de la Jamaïque comptait environ 88 000 personnes, moins de 1% étaient des libres de couleur, contre 9% blancs et 89% d'esclaves. Toutefois, en 1800, les libres de couleur étaient d'environ 3% de la population totale des îles des îles qui étaient alors de l'île qui était alors de 340 000 personnes, avec 10% de blancs maintenant, et la grande majorité à 88% d'esclaves. La population libre de couleur jamaïcaine a continué d'augmenter après l'abolition de l'esclavage en 1834, atteignant 18% de la population totale. En 1844, à la Barbade, la population noire libérée était d'environ 5% dans les années 1820 et juste plus de la moitié était dite de couleur plutôt que noire. Des femmes plutôt que noires, des femmes reflétant la communauté pratique de libérer les mères. Donc, je finis là la dernière phrase de ce texte. Donc, on voit la commune pratique de libérer les mères esclaves et leurs enfants engendrés par des surveillants. C'est ça qui reflète, donc on va dire, la moitié dite libre de couleur, quoi. Ça vient de cette conséquence-là aussi. Les mères, on voit cette augmentation donc, de libres de couleur, ça vient aussi de ça, quoi. Et les mères libérées de l'esclavage parce qu'elles ont eu un enfant avec un surveillant ou un autre blanc libre ou quoi qu'est-ce. Mais ça, c'est un contexte entier. C'est là où on comprend que l'Amérique latine, le Brésil, les Antilles britanniques et les Antilles françaises, les Antilles espagnoles ainsi que le Canada et les États-Unis, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil, mais c'est pareil. C'est ça qui est bizarre. C'est juste qu'ils ont changé les terminaisons et dénominations. Ils ont même créé des dénominations, une classification, des relabellisations. Je finis juste les deux dernières phrases, donc je regarde le chat après. Donc la commune pratique de libérer les mères esclaves et leurs enfants engendrés par les surveillants. L'émancipation aux Antilles en 1834 a été suivie d'une période de dislocation économique et une nouvelle chaîne virtuelle pour les Noirs par l'endettement, la
petite minorité de Blancs est restée dominante sur l'économie de la société des colonies et sur l'appareil politique. Beaucoup de non-blancs antillais ont cherché fortune à l'étranger, notamment aux États-Unis, avec plus de 1 million d'Antillais, pratiquement tous noirs, ont déménagé aux États-Unis depuis le 19e siècle, environ 300 000 pendant les 3 premières décennies du 20e siècle.